à vous la parole. Bonsoir, merci pour cette invitation. Donc on m'a accordé de façon très généreuse une quarantaine de minutes pour faire une sorte d'exposé ou de topo introductif pour cadrer les enjeux de la participation citoyenne et ma perspective, puisque c'est ma spécialité professionnelle, sera vraiment celle de la politique de la ville. Je n'ai pas la prétention, là, dans ce que je vais dire, d'épuiser la question de la démocratie, même de la démocratie participative. Je vais en parler dans un cadre bien spécifique, qui est celui de la politique de la ville, et vous verrez que je vais surtout m'attacher à souligner un certain nombre de freins, de contraintes, d'obstacles, on pourrait dire structurels, qui pèsent sur cette question de la participation, pour arriver davantage dans l'actualité, mais avant d'arriver dans l'actualité, je ferai quelques détours historiques qui me paraissent importants pour analyser cette question. Parce qu'il me semble que pour comprendre la nature des freins en question, il faut revenir aux origines de la politique de la ville. Il faut revenir aux origines de la politique de la ville parce que les principes qui ont été posés au départ de cette politique ont fait que cette politique a suivi une trajectoire et qu'il est très difficile, 30 ans plus tard, de dévier de trajectoire. Je pense que ça explique une grande partie des déconvenues, en particulier, que l'on peut constater à la suite des propositions du rapport Baquet-Meshmach, dont les concrétisations dans la politique de la ville stricto sensu sont relativement limitées. Alors, reprenons la question par le début, si vous le voulez bien. Le mandat initial qui avait été donné à la politique de la ville, enfin un de ses axes forts et centraux, c'était l'idée de démocratiser la ville, de démocratiser les institutions, les services publics. C'était au cœur de la philosophie de ce qui est considéré à tort ou à raison comme le rapport fondateur de la politique de la ville, le rapport d'Hubert Duledoux, Ensemble refaire la ville. Et 30 ans plus tard, aujourd'hui, ou 35 ans plus tard, j'aurais envie de retourner le constat et l'injonction à se démocratiser en constatant que c'est la politique de la ville elle-même qui est devenue une institution fort peu démocratique. Une institution oublieuse des habitants, très technocratique, descendante, fermée à la société civile et étroitement contrôlée par les élus locaux. Alors, bon, la question, me semble-t-il, enfin, j'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que l'on peut se poser, c'est est-il encore possible de changer cette politique? Je crois que c'est la question qui est posée aujourd'hui. Et si l'on répond oui, eh bien, il va falloir identifier les leviers de ce changement. Si l'on répond non, est-ce qu'il ne faut pas, finalement, penser la question de l'engagement citoyen en dehors du cadre de cette politique? J'y reviendrai dans ma conclusion. Alors, je disais que les choix initiaux en matière politique de la ville ont déterminé assez largement la trajectoire suivie par cette politique. Quels étaient ces choix tels qu'ils ont été posés au début des années 80? Quelle était la situation au début des années 80? Pour le dire comme ça, il me semble que dans bien des villes, et à l'exception notable des mairies communistes et d'un certain nombre de mairies socialistes, alors je ne sais pas spécifiquement pour Roubaix, qui n'était pas socialiste à l'époque, sauf erreur de ma part, mais je pense à Grande-Synthe, pas très loin d'ici, on avait des élus qui étaient fortement investis dans les nouveaux quartiers d'habitat social, qui étaient d'ailleurs pas forcément si nouveaux que ça. Mais ça, c'était plutôt l'exception. La règle, à l'époque, fin des années 70, début des années 80,
c'est qu'on avait affaire à des quartiers d'habitat social qui étaient considérés par les municipalités qui les accueillaient comme des lieux d'extraterritorialité, des lieux à part dans la ville qui faisaient l'objet d'une sorte de concession de gestion aux organismes HLM. En réalité, c'est les organismes HLM qui étaient les vrais gestionnaires de ces quartiers. Les municipalités en étaient relativement absentes. Et du coup, l'un des enjeux centraux pour la politique de la ville dans ses débuts, ça a été d'organiser une sorte de réinvestissement ou d'investissement tout court de ces quartiers par les collectivités locales, à commencer par les municipalités. De ce point de vue, on peut dire que la politique de la ville a été un très grand succès. Ça a été un très grand succès parce que même si le réinvestissement de ces quartiers par les municipalités s'est fait à un rythme plus ou moins rapide d'une municipalité à l'autre, globalement, si on regarde les choses 30 ans plus tard, on peut dire que ce ne sont pas des quartiers abandonnés par les villes où ils se trouvent, qu'au contraire, ce sont des quartiers où il y a une forte présence municipale. Alors, quel est le lien avec la question de la participation dont je traite aujourd'hui? Eh bien, c'est que cette municipalisation, mais ce n'est pas propre d'ailleurs au quartier de la politique de la ville, cette municipalisation s'est accompagnée du développement de ce qu'on pourrait appeler une offre de participation, offre émanant principalement des municipalités en question. Mais, puisque cette offre émanait et émane toujours des municipalités, on ne sera pas surpris qu'elle ait été, depuis l'origine, étroitement contrôlée par les élus municipaux, et que la fonction principale de ces dispositifs de participation a été, et reste toujours, celle de renforcer la légitimité du pouvoir politique local. On a parlé à ce sujet, souvent les termes sont un peu flottants, on parlera de démocratie participative, mais on parlera également de démocratie de proximité. Donc ça renvoie bien à l'idée que la participation est un des outils dont dispose le pouvoir municipal pour se rapprocher des administrés, pour mettre en scène, d'une certaine façon, la proximité entre les élus et les citoyens. Mais si on analyse les choses de cette façon-là, on voit bien qu'on est très éloigné d'une logique qu'on pourrait appeler une logique de contre-pouvoir démocratique, de contre-pouvoir au pouvoir municipal. Alors pour en revenir au début des années 80, il y avait certains textes considérés, je le redis, à tort ou à raison, parce que c'est une discussion qui peut faire débat entre les chercheurs ou entre les historiens, des textes qui semblaient orienter la politique de la ville dans cette direction de favoriser l'émergence de contre-pouvoirs. On est à Roubaix ici, et je pense que tout le monde dans cette salle connaît plus ou moins l'histoire, l'épopée de l'Almagar, et on m'a même dit qu'il y avait des gens qui avaient participé à l'expérience de l'Almagar qui se trouvent là, je ne sais pas, levez la main, je vous identifierai. Je ne cherche pas du côté des jeunes. Bon, il n'y avait pas que l'Almagar, il y avait le petit séminaire à Marseille, etc. Un certain nombre d'expériences de participation directe des citoyens à la prise de décision. Et le rapport du Bedou que je mentionnais tout à l'heure semblait faire l'éloge de ce modèle de participation et de considérer que ce qui avait été expérimenté ici ou là devait être modélisé et faire figure d'horizon pour cet agenda de démocratisation. Bon. Je crois qu'en réalité, il n'en est rien, que pour des tas de raisons sur lesquelles Julien Talpin, qui est ici, qui est chercheur, qui a travaillé beaucoup sur l'expérience de l'Almagar, pourrait nous éclairer tout à l'heure dans le débat. À un moment donné, il y a eu une certaine effervescence autour de cette expérience chez les promoteurs nationaux de la politique de la ville, et je pense que leur adhésion à ce modèle
je ne sais pas s'il faut le qualifier d'autogestionnaire. En tous les cas, il y avait des affinités avec cette logique autogestionnaire qui avait eu beaucoup de succès dans les années 70. Il me semble que leur engouement avait probablement quelque chose de superficiel pour ce type d'approche. Bon, ça a été analysé par un certain nombre de chercheurs qui ont bien montré que dans les années 60 et 70, l'élan participatif qui a pu exister dans cette période était surtout le fait de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles couches moyennes urbaines, les nouvelles classes moyennes des villes, etc., dont Hubert Dubedou lui-même était un éminent représentant. Et dans cette période, il y avait une très forte demande de participation des citoyens. L'analyse que va produire le rapport Dubedou va justement pointer le fait qu'il y aurait dans les quartiers d'habitat social prioritaires au titre de ce qui ne s'appelait pas encore la politique de la ville, hein, c'était une politique de quartier, de développement social des quartiers, il y aurait justement une évanescence en quelque sorte de cette demande, une sorte de disparition de la demande de participation des citoyens, et qu'il aurait fallu compenser cette absence de demande par une offre. Donc, du coup, vous voyez, il y avait quand même une logique, une cohérence dans l'approche de la Commission nationale pour le développement social des quartiers, en considérant que, puisque les classes moyennes qui avaient été principalement porteuses de cette demande et des formes d'engagement citoyen dans la période précédente, années 60 et 70, puisque ces classes moyennes commençaient à déserter, à quitter ces quartiers, eh bien, face à ceux qui restaient, il fallait leur proposer quelque chose pour s'impliquer dans la vie de leur quartier. Donc, on peut voir, en revenant sur cette période, que le texte fondateur de la politique de la ville n'était pas dépourvu d'ambiguïté quant à l'ambition démocratique qu'il assignait à cette politique de la ville. Pour le dire autrement, il me semble que rétrospectivement, on peut considérer que l'objectif n'était pas d'insuffler une sorte d'esprit autogestionnaire ou de prise en charge de responsabilité par les citoyens eux-mêmes et leurs associations. L'enjeu n'était pas de donner le pouvoir aux habitants, c'était de leur donner un pouvoir. Mais un pouvoir évidemment limité, car partagé avec d'autres acteurs, avec des autorités, comme ça qu'on les appelle en France, hein, les élus et l'État. Voilà. Et donc d'emblée, on a posé les choses de cette façon-là. Que les habitants participent, c'est une très bonne chose, et on considérait même à l'époque que c'était une condition du succès des projets mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville. Mais quand on en arrivait au pouvoir de décider, alors là, on devait revenir aux choses sérieuses, et les choses sérieuses, c'est quelque chose qui se règle entre les élus et l'État. Voilà. Il me semble que c'est ça le modèle initial de la politique de la ville, et que toutes les lectures rétrospectives qui tentent à idéaliser ou mythifier le moment fondateur qui a été la politique de développement social des quartiers sont en partie à côté de la plaque si elles laissent entendre qu'il y avait eu un autre projet que celui-là, dans l'objectif de démocratisation de cette politique. Alors, dans les toutes premières années du développement social des quartiers, et ça a été rappelé, Roubaix faisait partie des 15 ou 16 premiers quartiers, il y a eu sans doute un élan collectif, différents acteurs de différents horizons se sont mis autour de la table, ont travaillé ensemble des projets, se sont coordonnés, ont coopéré vers des objectifs communs. Mais ça n'a pas duré longtemps, selon les témoignages que l'on peut avoir de cette époque. Cette parenthèse s'est assez vite refermée parce que, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? 1982-83, c'est les lois de décentralisation. Et on ne peut pas comprendre, on ne peut pas analyser correctement, me semble-t-il, la politique de la ville, notamment dans sa dimension participative, non participative, si l'on n'a pas à l'esprit en permanence le fait que
le développement de cette politique est intimement lié au développement de la décentralisation. Or, la décentralisation, il y a un bouquin qui est sorti dès 1985 qui s'appelait Le sacre des notables et qui parlait de la décentralisation. Je crois que le titre résume assez bien les premiers enseignements qu'on a tirés de ces fameuses lois de décentralisation de 82 et 83, c'est qu'on a contribué à créer ou on a conforté un pouvoir notabiliaire, bon, hérité des époques antérieures, mais là pour le coup, les élus qui bénéficiaient de nouvelles prérogatives très importantes n'ont pas laissé sur leur territoire, qu'ils considéraient comme leur chose, comme leur propriété, se développer des initiatives qui pouvaient leur échapper. Bon. Ça, c'est le contexte du début des années 80. Il me semblait important d'y revenir pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. Alors, ce qui s'est passé par la suite, si on passe à la décennie suivante, début des années 90, les discours officiels, les analyses, avaient moins pour objet les collectivités ou les municipalités que l'État lui-même. Ce qui a été diagnostiqué dans cette période, c'est le fait que l'État aurait été déficient dans son intervention, dans sa présence dans les quartiers prioritaires. Et du coup, toute cette période de la politique de la ville, inaugurée à la fin des années 80 et surtout au début des années 90, a été placée sous le sceau et sous le slogan du retour de l'État. Organiser le retour de l'État dans les quartiers. Et du coup, c'est l'ambition même de démocratisation de la politique de la ville qui s'est déplacée, qui a changé en réalité. Parce que l'enjeu n'était plus tant de mobiliser la société civile, de mobiliser les habitants, d'impliquer les habitants, comme on disait à l'époque, que de mobiliser les institutions elles-mêmes, à commencer par les institutions de l'État. Donc c'est le moment, début des années 90, où commence à se développer tout un discours sur le thème de l'abandon des quartiers par la République et de leur abandon par l'État. C'est le moment également où se développe tout un discours sur la citoyenneté. On parlait assez peu de citoyenneté au sens républicain du terme dans la période précédente, on se met à en parler beaucoup au début des années 90 en lien avec une autre idée qui apparaît dans ces années-là, qui est celle qu'il aurait existé un modèle français d'intégration et un modèle que par la suite on appellera modèle républicain d'intégration. Donc, la rationalité de ces discours était la suivante. On a des quartiers qui ont été abandonnés par l'État, donc des habitants qui bénéficient en quelque sorte d'une infra-citoyenneté, et pour les rétablir dans une citoyenneté réelle, une pleine citoyenneté, eh bien, il faut que l'État revienne au premier plan et affirme, à travers ses services, mais également à travers ses symboles, le fait que chacun fait partie de la nation, fait partie d'un même ensemble, d'un même tout qu'on appelle la République. Bon. Nous en étions là au début des années 90, et vous remarquerez que là, tel que je viens de caractériser cet ensemble de discours, ils sont loin d'avoir disparu, au contraire, ils reviennent vraiment en force, tout particulièrement dans la période récente. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Un autre point à relever pour être un peu plus complet dans ma description historique, c'est qu'il y a eu un événement majeur dans les années 80, je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme. Or, cette marche, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, donc je ne vais pas vous la raconter à nouveau, mais dans les décombres de la marche, puisqu'on peut dire que globalement ça a été un échec, un certain nombre de leaders, ou les leaders qui sont apparus dans le sillage de la marche, de leaders de quartier, leaders spontanés, n'ont pas réellement poursuivi sur la lancée
de la marche au sens de s'efforcer de créer un mouvement autonome qui puisse parler ou non, qui puisse être porte-parole des habitants des quartiers populaires, mais qu'au contraire, un certain nombre de ces leaders ont été absorbés par les systèmes politico-administratifs locaux. Concrètement, eh bien, on a proposé aux jeunes les plus dynamiques des quartiers de devenir responsables du secteur animation sociale, du secteur jeunesse d'une municipalité. Et puis, quelques années plus tard, quand est venue la mode de la diversité, de la promotion de la diversité en politique, eh bien, on a proposé aux mêmes individus quelques places sur les listes, en particulier aux élections municipales, et lorsqu'ils avaient la chance de se faire élire, pour finir par occuper des fonctions tout aussi spécialisées, élus chargés de la jeunesse, élus chargés de la politique de la ville, de l'animation, etc. Voilà, alors, là je dis évidemment les choses à très grands traits. Ce qu'il faut retenir de mon propos, c'est que début des années 90, ce qu'on commençait à appeler la municipalisation de la politique de la ville est totalement entériné. Même s'il y avait beaucoup de discours et si l'État a créé une administration spécifique pour gérer la politique de la ville, administration qui n'existait pas dans les années 80, au début des années 80, 1990, on crée le ministère de la ville. Fondamentalement, la politique de la ville est restée ce qu'elle était depuis le début, c'est-à-dire une politique municipale. Beaucoup de ceux qui étaient les premiers chefs de projet politique de la ville ont intégré les appareils municipaux. Donc ce sont devenus des fonctionnaires municipaux. Et cette municipalisation, elle s'est vérifiée évidemment dans le champ de la participation avec une maîtrise municipale très forte de tout ce qui relevait de la participation des habitants. Alors, je ne veux pas dire que, en matière de participation des habitants, il ne s'est rien passé, qu'il ne se soit rien passé d'intéressant. D'ailleurs, on ne peut pas dire que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y ait un déficit d'offres de participation. Au contraire, il y a une abondance, voire une surabondance de dispositifs dédiés à la participation des habitants. Mais le problème, c'est que c'est une offre qui ne rencontre pas forcément de demande, ou en tous les cas, pas la demande de ce qu'on pourrait appeler la population majoritaire de ces quartiers. Et puis surtout, il me semble que comme il s'agit d'une offre proposée par les pouvoirs locaux, eh bien, c'est une offre qui est forcément suspecte. Suspecte de servir le pouvoir local plutôt que de redistribuer le pouvoir. Alors, on peut se demander pourquoi finalement proposer sans cesse de nouveaux dispositifs participatifs à des gens qui souvent n'en veulent pas, que ça n'intéresse pas. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on peut analyser cela comme une tentative de répondre à ce qu'on pourrait appeler le désenchantement de la politique. Le désenchantement de la politique, ça veut dire que la politique ou le politique, vous le savez tous, est quand même assez largement discrédité dans sa capacité à changer la vie des gens. Le politique souffre d'un problème grave à mes yeux et pas qu'à mes yeux, de représentativité, de représentation. C'est que le corps des élus est tendanciellement de moins en moins représentatif de la population qu'il est censé représenter. Et bien dans ce contexte de crise de la représentation, je crois que l'offre institutionnelle de participation constitue un outil dont quasiment toutes les municipalités se saisissent. Il serait absolument impensable aujourd'hui, par exemple, qu'une municipalité ne mette pas en place un quelconque dispositif de participation de sa
Ça n'existe pas. Tous le font, pas simplement par conformisme, ils le font parce que c'est une ressource. C'est une ressource pour le pouvoir politique local et c'est une ressource de légitimité. Alors, ça ne veut pas dire que tout ce qui se produit dans ces arènes, dans ces instances, relève de la manipulation du public, que ce soit nécessairement une mascarade ou quoi que ce soit. Il y a des tas de lieux, de concertation, de consultation des habitants, etc., où ceux qui y participent peuvent, dans une certaine mesure, souvent très limitée, mais peuvent quand même dire leurs mots, tenter de peser un tant soit peu sur les décisions publiques. Mais toujours à la même condition, la condition c'est que on n'entame pas, on ne revienne pas sur le monopole de la décision qui lui revient aux élus en lien avec l'État. Alors, tout ce que je raconte là, évidemment, n'est pas spécifique au quartier populaire. La crise de la représentation démocratique n'est pas spécifique au quartier populaire, elle est probablement plus aiguë dans ces quartiers qu'ailleurs, mais ce qui est quand même très frappant quand on regarde la politique de la ville, c'est que cette politique avait été pensée à l'origine comme une sorte de laboratoire de l'innovation démocratique, et qu'on se rend compte que la participation citoyenne y est en réalité plus difficile et rencontre plus d'obstacles qu'ailleurs. Alors là, ce sera le second temps de mon propos où je vais essayer d'identifier trois types de freins qui me semblent limiter les vertus de la politique de la ville en matière de participation citoyenne, représenter des obstacles, des freins que j'appellerais structurels. Alors, les trois freins en question, je les analyse en appliquant une grille d'analyse qui est tirée de la science politique, qu'on appelle la grille des 3 I, comme la lettre I. Et les 3 I en question, c'est les idées, les intérêts et les institutions. Donc je vais reprendre chacune de ces entrées et tenter de montrer en quoi, dans le registre des idées, dans le registre des intérêts et des institutions, il y a des obstacles structurels qui s'opposent à ce qu'on pourrait appeler une pleine participation, en tout cas à quelque chose qui soit plus convaincant dans ce domaine. Commençons par le registre des idées. Alors, ce qu'on appelle les idées en sciences politiques, c'est aussi, on pourrait appeler ça l'imaginaire, les représentations, enfin il y a d'autres termes qu'on peut y associer. Alors dans le champ des idées, il me semble qu'il y a un obstacle qui n'est pas propre à la politique de la ville, qui se rencontre dans d'autres lieux, qui est un obstacle général, historique, qui est lié en France à une survalorisation de la démocratie représentative, donc du rôle des représentants élus en particulier. Mais dans les quartiers de la politique de la ville s'ajoute à cet obstacle qui est général les effets de ce que j'évoquais il y a un instant, les effets de ce qu'on pourrait appeler l'idéologie républicaine de l'intégration. Alors, en quoi ça impacte la question de la participation citoyenne? Dans ce qu'on pourrait appeler paradigme de l'intégration républicaine, eh bien, comment est-ce qu'on regarde les quartiers populaires et leurs habitants? Comment est-ce qu'on les qualifie à travers ce prisme de l'intégration républicaine? Eh bien, on les regarde essentiellement au prisme de leur distance par rapport à une norme qui serait une norme, disons, d'assimilation culturelle. Et d'ailleurs, dans les politiques locales, le vocabulaire de la citoyenneté est souvent très intriqué à celui de l'intégration. Pour le dire comme ça, on enjoint des populations à devenir citoyens, on les considère comme des citoyens en devenir, donc ils ne le sont pas complètement, et on souligne en creux,
finalement des formes d'inadaptation ou de distance, de gap par rapport aux normes de la société, par rapport aux normes de la vie publique. Et donc on voit dans le champ de la politique de la ville, c'est intéressant d'analyser le vocabulaire qui est mobilisé dans le cadre de cette politique, il y a tout un vocabulaire qui est très infantilisant. On va parler en particulier de pédagogie de la citoyenneté. Pédagogie de la citoyenneté, donc ça signifie qu'il y a des gens, il y a certaines parties de la population qui ne sont pas encore tout à fait mûres pour la citoyenneté. On va parler d'apprentissage, tout un vocabulaire. Il y a quelque chose qui me fera. J'avais lu ça récemment chez un auteur. Je n'y avais pas pensé moi-même, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais toujours été gêné quand j'entendais dans des réunions avec des acteurs de la politique de la ville parler des mamans. Alors là, pour le coup, c'est pas infantilisant, mais quand même. C'est-à-dire, c'est d'autant plus paradoxal que ce qu'on appelle les mamans, qui en général sont des mamans maghrébines, ça vise à la fois, d'un côté, on dit on va chercher à les émanciper d'un milieu domestique ou d'une communauté qui les brime et qui les aliène, mais de l'autre côté, finalement, en les appelant des mamans, on les renvoie à une condition qui n'est pas, à proprement parler, émancipatrice. Alors, bon, j'arrête avec ce type d'anecdote, simplement pour dire qu'il me semble que dans cette idéologie républicaine de l'intégration, on est dans un paradoxe permanent. C'est que d'un côté, on dit rechercher l'inclusion civique, citoyenne, l'émancipation de certaines populations considérées comme en marge de la République, mais de l'autre côté, on produit la différence. De l'autre côté, on rappelle sans cesse à ces mêmes populations qu'il leur manque quelque chose, qu'elles ne sont pas tout à fait comme les autres, et qu'elles doivent faire un effort pour se mettre à la hauteur de l'exigence républicaine. Bon. Et là, pour rebondir sur l'actualité, il me semble que ce que l'on entend sous le gouvernement Valls, quand il parle de la promotion des valeurs républicaines, associées d'ailleurs à la question de la citoyenneté, relève totalement de ce registre de discours et d'intention derrière les discours. Pour le dire comme ça, il y aurait des valeurs qui seraient nos valeurs, nous, et qu'il faudrait diffuser auprès d'eux, c'est-à-dire ceux qui, à cause de retards culturels, à cause de leur affiliation religieuse, eh ben, ne seraient pas tout à fait prêts à les entendre, et des populations qui n'y adhéreraient pas spontanément. Donc il faut faire cette pédagogie, et d'ailleurs le dernier plan annoncé par le gouvernement Valls, qui concerne pas seulement les banlieues, mais beaucoup les banlieues, a pour une bonne part cette ambition de diffuser les valeurs de la République, de faire cette sorte de pédagogie des valeurs de la République auprès de populations qui en seraient trop éloignées. Alors, moi, il me semble qu'il y a quand même un regard extrêmement dépréciatif qui est porté par les pouvoirs publics sur les habitants de ces quartiers à travers cette idée républicaine de l'intégration. Et ce regard dépréciatif ne concerne pas d'ailleurs que les habitants eux-mêmes, mais leur quartier. La façon dont on parle des quartiers est tout aussi péjorative, dépréciative, puisque ce sont des quartiers dont on parle presque exclusivement sous l'angle de leur handicap, de leur déficit, de ce qui fait défaut, de ce qui y manque. Et du coup, vous voyez bien que, ce faisant, on dénie à ces quartiers l'idée qu'ils posséderaient un certain nombre d'atouts, de ressources, à commencer par des ressources d'engagement civique. Voilà. On voit bien comment le discours politique avec ses relais médiatiques, je ne sais pas s'il ne faut pas dire l'inverse, le discours médiatique et ses relais politiques, n'est pas tellement conciliable avec l'idée que le quartier peut être un espace de mobilisation, un espace pour l'action collective des citoyens et pour une action autonome.
D'autant moins que, finalement, ça fait 30 ans que l'on parle de ces quartiers comme des ghettos qu'il faudrait casser. Hein, là, c'est revenu sur le devant de la scène politique et médiatique de façon spectaculaire depuis quelques semaines ou quelques mois. Dire que ce sont des ghettos qu'il faudrait casser m'apparaît assez antinomique de l'idée que ce sont des quartiers qui recèlent des ressources, des quartiers où il y a quelque chose à valoriser. Dernier point sur la question des représentations, mais ça va de pair avec ce que je viens de dire, hein, c'est le corollaire. C'est la façon dont on agite en France, et c'est assez spécifique à la France, le spectre du communautarisme. Quand on agite ce spectre, qu'est-ce qu'on fait d'autre sinon disqualifier l'idée même de communauté et de ce que l'idée de communauté peut avoir de positif, en particulier comme vecteur d'action collective. Parce que, dans une acception très générique, la communauté, c'est ce qu'on partage en commun. Et donc, c'est aussi des intérêts que l'on a en commun. Or, pour s'engager collectivement dans une action, il faut bien qu'on ait des intérêts communs. Et donc, si on disqualifie la communauté en disant c'est du communautarisme, eh bien, du coup, on disqualifie aussi les raisons d'agir ensemble autour d'intérêts communs. Donc ça me permet d'arriver à mon second registre d'analyse, qui est celui des intérêts, justement. Et là, je vais employer le mot d'intérêt. Dans ce domaine-là, le trait le plus saillant du modèle d'action publique français, c'est une certaine conception de l'intérêt général, dont seuls les élus du suffrage universel et leurs partenaires de l'État, finalement, seraient les dépositaires. Seuls ces acteurs-là, qui sont des acteurs publics, seraient en capacité et seraient légitimes à dire ce qu'est l'intérêt général. Et dans cette conception de l'intérêt général, les autres formes d'expression qui émanent de la société civile, qui émanent de tels groupes organisés dans la société, forcément sont ramenées ou considérées comme des revendications minoritaires. Vous savez bien qu'en France, on n'aime pas trop d'ailleurs parler de minorité. Minoritaires, donc dénuées de représentativité, et à ce titre reléguées dans la sphère des intérêts particuliers. Alors une fois qu'on a dit un intérêt particulier en France, alors là, c'est le meilleur moyen pour délégitimer une parole, quelle qu'elle soit, puisque ça n'est pas l'intérêt général, ce sont des intérêts particuliers. Et dans la politique de la ville, il me semble que la capacité de cette politique à faire une place aux intérêts minoritaires, à ce qui n'est pas l'intérêt général au sens que je viens d'indiquer, apparaît très limitée et probablement plus limitée que dans d'autres champs de la vie publique en France. Songez aux agriculteurs, songez aux médecins, songez aux policiers, songez à n'importe quelle corporation. En France, on vit dans un régime que des politistes ont appelé néo-corporatiste ou obéissant à un corporatisme sectoriel, pour employer des mots un peu jargonnants. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que quand il y a des questions qui intéressent ces groupes organisés, eh bien, les représentants de ces groupes, syndicaux en particulier, sont absolument légitimes à être des interlocuteurs des pouvoirs publics, et parfois, comme c'est le cas dans l'éducation nationale ou dans le domaine de l'agriculture, ils participent à la décision elle-même. On dit parfois que le ministère de l'Éducation nationale est co-géré avec les syndicats de l'éducation nationale. S'agissant des quartiers populaires, on dirait que les quartiers populaires ne sont pas une corporation professionnelle. Mais en même temps, il y a bien des intérêts communs entre les gens qui vivent dans ces quartiers. Ça n'a pas eu de traduction
jusqu'à présent, on pourra en discuter à partir de l'expérience du collectif Passons-nous. Mais jusqu'à présent, ces formes d'expression ou d'intérêt organisés qui peuvent exister ici ou là dans les quartiers populaires ne sont pas reconnus par les pouvoirs publics et sont toujours suspectés de manque de représentativité. Hein, c'est ça qui est renvoyé en permanence à ce qu'on pourrait appeler les émergences associatives ou d'autres formes d'action collective dans ces quartiers, et donc toujours disqualifié par rapport aux seules formes légitimes de la représentation, qui est un monopole presque absolu des élus locaux. Toujours dans le registre des intérêts, il me semble qu'il y a une autre façon de disqualifier la participation, la représentation des intérêts des habitants, c'est justement de renvoyer la question de la participation à une problématique d'habitants. Le choix des mots n'est pas neutre, encore une fois. Du moins jusqu'aux conseils citoyens là, qui sont en gestation, on a très peu parlé d'impliquer les citoyens dans les dispositifs de participation. On a surtout parlé d'implication des habitants et de participation des habitants que l'on convoque dans ces dispositifs, notamment au titre de ce que serait leur expertise d'usage, leur savoir d'usage, leurs compétences liées à leur statut d'habitant. Mais pas tellement au titre de leur citoyenneté. D'ailleurs, il me semble que dans la conception française de l'intérêt général, on fait peu de place aux engagements citoyens, aux engagements militants, d'une certaine façon. Le citoyen qui s'engage dans un collectif pour faire avancer certaines causes est considéré immédiatement comme poursuivant des intérêts particuliers. Alors, il y a bien un citoyen français, mais c'est celui qui va voter une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans aux élections, mais pour le reste, on est citoyen ce jour-là, mais pour le reste, on redevient habitant quand on va participer à un conseil de quartier, quand on va participer à une instance locale de concertation. Donc le citoyen engagé, lui, ne sera jamais assez représentatif, il sera finalement toujours en deçà de ce que requiert l'intérêt général. Du coup, c'est pourquoi il me semble qu'on s'adresse dans ces dispositifs non pas à des citoyens, mais à des habitants qui n'ont pas vocation à parler au nom d'un collectif, ils ont vocation à parler pour eux-mêmes. Dans les instances de participation, les gens sont invités à raconter leur subjectivité, à raconter l'usage qu'ils font de leur cage d'escalier, de tel espace public, etc. Mais voilà, on les invite à faire étalage, à déballer leur vécu, éventuellement à pousser des coups de gueule s'ils ont envie, etc. Mais finalement, c'est des habitants qui sont atomisés, qui ne sont que une collection d'individus, mais qui ne sont pas des collectifs. Et il me semble que c'est une des faiblesses majeures de ces dispositifs de participation que de s'adresser à des habitants atomisés et pas à des collectifs. L'autre problème qui est le corollaire de ce que j'indique à l'instant, c'est que les instances de type conseil de quartier sont généralement monopolisées par des catégories d'habitants, elles-mêmes très peu représentatives de la population majoritaire des quartiers. Pour le dire de façon peut-être un petit peu abrupte, c'est souvent des hommes blancs d'un certain âge, avec des cheveux blancs également, qui sont présents, qui sont les plus actifs dans ces dispositifs que mettent en place les municipalités. Des gens qui viennent y rechercher des formes de connivence, de complicité avec les élus locaux, qui parfois sont engagés dans des stratégies de notabilisation personnelle. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler des habitants notables. Mais ces habitants notables ne représentent finalement qu'eux-mêmes. Et il me semble qu'il y a un problème dans la politique de la ville, un problème d'exclusion, on pourrait dire, structurelle d'un certain nombre de groupes qui sont très peu représentés, très peu actifs dans ce type d'instance, hein, les minorités ethniques,
les femmes et les jeunes, ce qui fait quand même beaucoup de monde, surtout dans les quartiers, populaires. Voilà, et dernière chose, se référer aux habitants, bah, c'est une façon de contourner les associations. On a beaucoup parlé de participation des habitants, mais généralement, quand un élu parle de participation des habitants, il n'a pas en tête les associations, ce qui pourrait sembler curieux. Ça ne veut pas dire que les associations ne jouent pas un rôle central dans la politique de la ville. Vous le savez bien, elles sont enrôlées en quelque sorte dans l'action publique locale pour prendre en charge des besoins sociaux, d'ailleurs de plus en plus importants, mais les associations restent toujours confinées dans la mise en œuvre des politiques publiques, mais les orientations et les financements dédiés à ces politiques sont décidés, là, pour le coup, dans un huis clos institutionnel, d'où elles sont absentes. Il y a quelque chose alors ça, j'y reviendrai plus tard. Je voudrais en terminer sur le registre des intérêts, simplement pour souligner que du coup, on voit que les associations les plus actives dans la politique de la ville jouent finalement assez mal leur rôle, on pourrait dire, d'agrégation de la demande sociale. Elles ne sont pas là en tant que porte-parole des habitants, elles ne sont pas là pour exprimer la demande sociale, elles ne sont pas là en tant que groupe de pression qui pourrait interpeller les politiques publiques. D'ailleurs, les associations les plus financées dans la politique de la ville sont souvent celles qui sont les moins enclines à questionner les politiques publiques et à questionner les pouvoirs locaux. Donc on a affaire à des associations qui, un peu comme les habitants, sont fragmentées, sont en concurrence les unes avec les autres, mais qui ne forment pas vraiment une force collective dans ces quartiers. J'en arrive, et je serai beaucoup plus bref, au troisième point, qui est celui des institutions, que là on peut traduire par le I, ça peut être aussi les instruments de la politique de la ville. Et là, les instruments en question ont pour finalité... Je suis trop long. Bon, je vais conclure là-dessus. Ben justement, alors je voulais en arriver au Conseil citoyen, mais peut-être que je vais laisser Mohamed s'exprimer sur ce point. Juste une chose sur les instruments, il y a quand même quelque chose d'assez typique de l'approche française de la participation des habitants. Juste par parenthèse, je me réfère souvent à l'approche française, c'est que j'ai en tête d'autres modèles nationaux. Il se trouve que j'ai beaucoup étudié la politique de la ville ou son équivalent, en particulier dans le contexte des États-Unis. Donc j'ai des éléments de comparaison là-dessus et nous pouvons en parler si vous le souhaitez. Ce qui est très frappant dans la politique de la ville française, c'est que les contrats en tout genre, qui sont la procédure ou l'instrument principal qui constitue le cadre à la fois de définition et de mise en œuvre de la politique de la ville localement, ces contrats ne sont pas signés par les associations. Ce sont des contrats qui sont signés exclusivement entre institutions publiques, et de la même façon, les instances de pilotage, comité de pilotage ou comité technique liés à cette politique de la ville, ont jusqu'à présent fonctionné dans un entre-soi absolu des institutions publiques, puisque la société civile n'a jamais eu droit d'y siéger. Alors peut-être que les choses vont changer aujourd'hui avec les conseils citoyens. Mohamed, je lui cède la parole et il va probablement nous éclairer là-dessus. Bonsoir, merci de l'invitation sur cette table de quartier, dans le quartier du Pile. Alors, je vais vous parler un peu plutôt du rapport qu'on a mis en place sur une réforme radicale de la politique de la ville. Un rapport qui dérange, un rapport qui aujourd'hui n'a pas spécialement envie clairement de le voir apparaître. Ce rapport, il a été fait avec deux personnes de la société civile. Il n'a pas été commandé auprès d'un préfet, d'un parlementaire, il a plutôt été confié à des personnes de la société civile, avec deux milieux différents.
Marie-Hélène Baquet, qui est chercheuse, sociologue urbaniste, et mon parcours à moi, voilà, associatif, militant, qui nous a permis tout simplement de travailler avec des regards croisés. Voilà. Et c'est ces regards croisés aujourd'hui dont je crois, je suis persuadé, que c'est une partie de la solution qu'il va falloir qu'on puisse suivre cette piste-là, parce que elle est en capacité, clairement, d'apporter d'un côté ou d'un autre deux expertises différentes, mais qui permettent tout simplement de donner du sens à une action collective. Ce rapport, qui s'appelle « Pour une réforme radicale de la politique de la ville », ça ne sera pas sans nous, c'est de se dire simplement que si on regarde bien, on a une démocratie qui est en danger. Voilà. Cette démocratie, elle se traduit tout simplement avec des taux d'abstention qui vont jusqu'à 70%. Et si ces taux d'abstention sont là, c'est bien parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont décidé tout simplement d'avoir une défiance via une bonne partie ou une catégorie d'hommes ou de femmes politiques qui, pendant ces 30 dernières années, tout simplement ont mené des politiques qui ont été à l'inverse de ce que les gens vivent ou subissent, sans qu'ils soient clairement partie prenante. Alors, il y a eu ce fameux rapport de Bedou qui disait tout simplement il faut faire participer les habitants. On a vite vu les limites de la participation des habitants. Voilà. Et on l'a vu concrètement, ne serait-ce que sur des cas bien précis. Si on prenait la rénovation urbaine, la manière dont ça nous a été vendu, la manière dont ça a été fait, construit, parce qu'on nous avait expliqué tout simplement que la rénovation urbaine permettrait tout simplement de rendre et de permettre cette fameuse mixité sociale qu'on cherche toujours et qu'on ne voit pas arriver, tout simplement parce que en pensant qu'on allait traiter l'urbain, on allait tout régler, que la question sociale et humaine n'a pas du tout été traitée dans cette rénovation urbaine. Et la participation des habitants, si c'était tout simplement nous réunir dans une salle où est-ce que une armada d'architectes, de bons penseurs avaient déjà tout décidé et qu'à la fin on vient nous présenter le projet pour nous demander de quelle couleur on irait repeindre la cage d'escalier et que ça suffirait largement pour dire qu'on a fait de la participation des habitants, on se trompe. La preuve c'est qu'aujourd'hui, dans certains endroits où les rénovations urbaines se sont faites, il y a des gens qui se sont mobilisés, il y a des chantiers qui ont été obligés d'être arrêtés, il y a des endroits où la rénovation a complètement été dégradée parce que l'habitant s'est senti humilié, tout simplement, parce qu'on l'a fait à sa place, parce qu'on ne l'a pas considéré, parce qu'on ne l'a pas respecté. Dans ce qu'il vit, dans sa dignité, dans ce qu'il aurait pu, lui, produire avec ce qu'il a, avec cette fameuse, dans ce que je t'entendais dire, cette expertise d'usage dont moi je crois, voilà, parce que vous êtes aussi expert, sinon vous ne serez pas là aussi, et souvent on peut regarder un petit peu ce qui se passe, c'est que c'est souvent, allez, sans chercher à blesser qui que ce soit, on a souvent soit le politique qui demande souvent à des habitants de venir lui parler un petit peu de ce qui se passe, soit des chercheurs qui viennent demander à des habitants de venir lui parler un petit peu de son quartier. Et bien, ça veut dire que si on leur demande de venir, c'est qu'on estime que quelque part ils ont des choses à nous dire et à nous apprendre. Voilà. Donc, c'est que vous êtes aussi expert. Voilà. Et votre expertise, ben, il faut la considérer comme une expertise autre que celle d'un chercheur, ainsi de suite, sans avoir peut-être suivi les mêmes cursus, en tout cas pour y arriver. Mais vous avez d'autres parcours qui, aujourd'hui, pour moi, sont des cursus intéressants et dont on a besoin, parce que vous êtes une partie de la solution et non pas un problème. Voilà. Et dans ce rapport, ben, sur les 30 propositions qu'on a faites, ben, voilà ce qu'on propose à l'intérieur de ces propositions. D'une, on parlait de citoyenneté tout à l'heure. Et une des propositions qui était pour nous un préalable, c'est même pas une proposition, c'était ce fameux droit de vote des étrangers. Voilà. Juste pour vous dire comment aujourd'hui, certains enfants issus de l'immigration, ou même maintenant qui sont en France depuis tant de générations, ont peut-être déjà un peu de mal à se sentir assez citoyens, parce qu'on a du mal à reconnaître aussi leurs propres parents qui aujourd'hui ont aussi énormément participé, je veux dire, à la construction, à la libération, à plein de choses, et qui paient des impôts et qui n'ont pas le droit à la parole. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Des citoyens qui aujourd'hui
catégorie, une bonne partie de certains quartiers, voilà, où la République a du mal à les considérer comme des enfants de la République, et qui les a un petit peu mis sur le banc, en les considérant comme pas des citoyens à part entière, mais des citoyens à part. Voilà. Et des habitants qui, clairement, voilà, ont été, malheureusement, voilà, ou n'ont pas choisi de subir des politiques qui vont à l'inverse de ce qui aurait pu être. Alors, je vous donne des exemples pour pouvoir apporter une explication sur des choix de vie urbaine ou de cadre de vie ou de choix de lieux où est-ce qu'on voudrait habiter. Voilà. On s'aperçoit que finalement, lorsqu'on fait une demande de logement, voilà, on finit par atterrir dans des logements ou des lieux où déjà on a ni plus ni moins fragilisé ces habitations, et on continue à tout simplement, à chaque fois qu'il y a des habitants qui sont vont faire venir des habitants, voilà, qui sont fragilisés, dans des endroits où clairement on a créé une forme de racisme, où on a parqué des habitants par tour, voilà, il en existe, où clairement vous avez des tours où il y a une communauté maghrébine, africaine, turque, ainsi de suite, et à partir de là, on pose ce problème-là comme un problème de communautarisme, c'est quelque chose qu'on a entendu il n'y a pas longtemps, en disant le communautarisme, la mixité sociale, c'est juste, je me dis qu'on se fout de notre gueule. Je me dis parce que c'est quand même les mêmes personnes qui aujourd'hui pointent du doigt ces problèmes-là, mais qui en même temps siègent dans ces instances de distribution où est-ce qu'effectivement c'est eux qui décident dans les commissions l'attribution de logements, comme si c'était les habitants qui avaient fait le choix de venir vivre dans tel ou tel quartier. Voilà. Et après, à partir de là, on finit par effectivement trouver le prétexte de dire c'est du communautarisme, ils vivent entre soi, il y a des codes qui sont véhiculés, enfin, on cherche le coupable, voilà, alors qu'on subit plus les choses qu'autre chose. Et l'idée, pour nous, c'était tout simplement aussi de sortir, clairement, de se dire, allez, si on continue de la sorte, on va droit dans un mur. Droit dans un mur, parce que, malheureusement, ça veut dire que plus les gens ne se manifestent plus les gens ne participent plus on est dans une forme d'exclusion. Voilà. Et cette exclusion, c'est celle qui aujourd'hui, malheureusement, finit par ne plus faire partie, ne plus participer, ne plus vouloir effectivement s'intéresser à ce qui se passe, parce que c'est le sentiment qu'on n'existe plus. Voilà. Et malheureusement, on voit après, de l'autre côté, ce qui nous pend au nez. Je ne sais pas si on a parlé tout à l'heure, le drame qu'on a vécu au mois de janvier, mais au-delà de ça, on sent des extrêmes, je parlais aussi des extrêmes politiques, qui aujourd'hui prennent une place énorme, parce qu'il y a des gens, tout simplement aujourd'hui, qui n'ont pas été considérés en tant que tels, qui n'ont pas été associés en tant que tels, qui tout simplement essaient de trouver refuge ailleurs. Voilà. Ça n'excuse en rien. Je dis tout simplement en quoi aujourd'hui cette démocratie est en danger. Le rapport qu'on a mis en place avec Marlène Baquet, c'était tout simplement de dire il y en a un peu marre de la participation. C'était plutôt de redonner du pouvoir aux habitants. Et ce début de la participation, c'est de la co-construction. La co-construction, c'est tout simplement, c'est pas de dire qu'on vient et que les gens décident à notre place et qu'ils nous présentent un plan, c'est comment aujourd'hui on est en capacité, ensemble, de travailler sur un projet commun et de pouvoir le proposer. Y compris, voilà, ça c'est la rénovation urbaine, que ce soit sur un projet collectif, bien sûr, pas sur des projets individuels, et permettre aux habitants, aux citoyens, voilà, tout simplement d'avoir une place à part entière et pas une place à part de tout ce qui se passe. Donc dans ce rapport, c'était d'avoir la possibilité tout simplement d'apporter des réponses à 30 ans de politique où il y a eu un échec politique de ce qui a été mené. Tu as parlé tout à l'heure des 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme. Je voulais juste te dire que la plupart de ces leaders qui auraient pu aujourd'hui émerger politiquement ne l'ont pas été parce que je pense que ce mouvement a fait peur à une classe politique qui malheureusement à l'époque était la gauche, qui n'a pas su saisir la main tendue
de ces jeunes issus d'immigration qui auraient pu porter, je veux dire, peut-être une idée, une autre manière de faire de la politique et qui aujourd'hui, pour certains même, ont été criminalisés, diabolisés. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu émerger plus tôt, c'était des mouvements qui ont été créés, ni plus ni moins par un organe politique, voilà, sans en vouloir froisser ou blesser qui que ce soit, mais j'ai une pensée pour SOS Racisme, qui malheureusement n'a pas arrivé clairement aux objectifs qu'il aurait dû avoir. Et car regardez le 21 avril 2002, quand on voit que le Front National arrive au deuxième tour, on comprend les limites de SOS Racisme et du racisme, comment il a plutôt évolué que reculé. C'est une parenthèse sur les... Ensuite, il y a eu 2005, les révoltes sociales, où il y a eu une forme de violence qui s'est exprimée tout simplement pour expliquer qu'il y avait une situation sociale qui n'allait pas. Et malheureusement, il y a eu en janvier où il y a des gens qui sont passés à l'acte pour laisser des gens sous le carreau. Donc si on continue comme ça, on va droit dans un mur et c'est plus possible. Si on ne remet pas le citoyen ou les habitants au cœur des politiques publiques, on n'y arrivera pas. C'est clair, c'est net. Si on ne décide pas, tout simplement, et la limite, on n'a pas à attendre que le pouvoir politique nous permette de le faire, c'est à nous de prendre en charge, ou de se prendre en charge, et de se dire, lorsque ceux qui sont censés faire ou régler les problèmes pour qu'on puisse avancer ne le font pas, qu'est-ce que nous, on a décidé de faire pour que les choses elles changent. Et dans ce rapport, ça nous permet d'avoir des outils, clairement, de donner des moyens aux habitants, de s'organiser, et de se dire que finalement, ils ont une partie des solutions pour pouvoir régler des problèmes que d'autres n'ont pas su régler. Donc, dans ce rapport, on proposait tout simplement que lorsque des habitants étaient censés être invités à une réunion comme ce soir, voilà, de se dire, je ne vois pas pourquoi on ne permettrait pas que ces habitants soient effrayés. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez un petit peu les institutions, le cadre administratif, ou ainsi de suite, souvent on vous demande de faire des réunions à leurs horaires à eux. Et on ne vous pose pas la question à vous si ça va pas engendrer chez vous un problème de garde d'enfants, de déplacement, ainsi de suite. Ça a un coût tout ça. Voilà. Donc vous demandez tout simplement, à la limite, faisant en sorte que si on demande à ces habitants de venir, c'est qu'ils ont des choses à dire, c'est que quelque part, ils ont aussi, ils viennent alimenter notre expertise à nous. Donc nous on s'est dit, il faudrait peut-être à un moment ou l'autre penser à les défrayer aussi. Ou bien dans ce cas-là, parce que tout le monde a dit c'est pas possible, on ne peut pas défrayer tout le monde, on proposait simplement à ceux qui aujourd'hui proposent d'auditionner ou de faire venir ces habitants, de venir un samedi ou un dimanche, voilà, comme les autres, pendant leur temps de travail, de venir faire exactement la même chose que s'ils faisaient ça en semaine, et ainsi de suite. Dans ce rapport, on permettait aussi d'avoir des cursus différents. Aujourd'hui, vous avez des adultes relais qui travaillent, qui arrivent au bout de leur cursus, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de ces adultes relais? Nous, on proposait tout simplement, aussi dans ce rapport, que ces adultes relais puissent intégrer la fonction publique, voilà. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce qu'ils n'auront peut-être pas les moyens d'arriver au concours, on ne partirait pas de leur expérience pour leur permettre tout simplement aujourd'hui d'avoir une expertise qui permettrait souvent aux techniciens de la politique de la ville, qui sont aujourd'hui noyés par la paperasse, de revenir et d'avoir la possibilité de mieux comprendre un petit peu les habitants. Voilà. Et de mieux comprendre ce que les habitants peuvent aussi apporter à ces techniciens. On proposait de créer de la démocratie d'interpellation. La démocratie d'interpellation, c'est simplement de permettre à des habitants d'avoir les moyens, lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet, dont certains élus ont décidé tout simplement de l'imposer, d'avoir les moyens d'avoir un autre projet qui permettrait à ces habitants de s'organiser, de le porter, et de simplement de dire c'est celui-là qu'on veut et pas l'autre. Pour cela, on se disait, c'est simple, il faut des moyens financiers. Les moyens financiers, on va lui dire, on ne va pas créer un impôt supplémentaire pour permettre encore à ces quartiers, ainsi de suite, on a mis déjà beaucoup d'argent. L'argent, on allait le chercher où? Vous savez, il y a une réserve parlementaire. Voilà, pour les parlementaires, on se disait que si on allait piocher 10% de cette réserve parlementaire à la source, ça permettrait tout simplement d'avoir un fonds d'interpellation
et de recréer de la démocratie en partant du bas. Récupérer 1% des financements politiques, qui est de l'argent public, dont les partis politiques aujourd'hui permettent de s'organiser, de créer, de parler de démocratie. C'est plus facile de parler de démocratie quand on a les moyens financiers de parler de démocratie. C'est moins facile de parler de démocratie quand on n'a pas les moyens financiers. Donc nous, on voulait tout simplement créer un fonds d'interpellation, voilà, qui serait un fonds qui permettrait à chaque habitant, où est-ce qu'il y aurait des endroits où est-ce que des habitants voudraient travailler sur un projet commun, collectif, d'avoir les moyens de le faire lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet qui est porté par une municipalité ou par une collectivité. On voulait tout simplement permettre aussi à ce que les habitants siègent dans des instances où est-ce que les choses se décident. Voilà. Si on regarde bien la rénovation urbaine, il y a eu l'agence de la rénovation urbaine, souvent ça a été des techniciens qui ont siégé dedans, très peu d'habitants, très peu de citoyens ont siégé dedans. Donc on voudrait tout simplement qu'aujourd'hui ces instances soient aussi investies par des collectifs d'habitants, associatifs ou citoyens. Il y a eu l'idée de créer des tables de quartier. Ça, c'était l'idée qu'on avait avec Marilyn Baquet, de porter ces tables de quartier. On voulait sortir à un moment ou l'autre du conseil de quartier, qui existe déjà. On a très bien compris les limites du conseil de quartier, où souvent, à la base, c'est piloté par un élu. Voilà. Et puis, on permet un tirage au sort, parce qu'on a été d'abord voir les volontaires. Souvent, c'est des gens qui gravitent autour des idées politiques. Et puis, on travaille avec un conseil de quartier qui n'a pratiquement pas de sens, parce qu'au moment où l'élu vient dans le quartier, c'est pratiquement acquis de ce qu'il va véhiculer. Donc on était plutôt parti sur des tables de quartier qui permettraient plutôt la possibilité d'avoir une autonomie, une indépendance, des moyens, où est-ce que dans cette table de quartier, n'importe quel habitant, n'importe quel citoyen pourrait effectivement prendre la parole, porter une idée collective, encore une fois, lui permettre d'avoir toute une autonomie, une indépendance, voilà, sans que ça soit chapeauté par un élu, où on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'élu, et de pouvoir tout simplement être force de proposition. Au moment où on a fait cette proposition, à l'époque, M. François Lamy n'a pas voulu de ce terme de table de quartier. Lui a préféré appeler ça des conseils citoyens. Voilà. Le mot conseil citoyen nous a posé un problème à nous, sachant qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, nombre d'habitants ont un problème avec l'institution, et que le problème de conseil citoyen resterait plutôt, dans l'idée des habitants, plutôt un volet institutionnel. Donc on est parti du postulat de dire, bon, quoi qu'il arrive, on défendra nous les tables de quartier. Voilà. Le ministre, lui, a décidé de les appeler conseils citoyens. Aujourd'hui, ça porte ce nom, de conseils citoyens. Ces conseils citoyens, la manière et dans la tournure dont ça prend, malheureusement, dans certains endroits, certains élus ne veulent pas la mise en place de ces conseils citoyens. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement peur de se faire déposséder de ce pouvoir, voilà, de leur pouvoir, et ils préfèrent tout simplement essayer de contourner un peu la loi. Certains décident même clairement de transformer les conseils de quartier en conseils citoyens. Certains ont décidé tout simplement d'appeler au volontariat pour créer les conseils citoyens. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouverait avec les mêmes acteurs dans ces conseils citoyens et on continuerait les mêmes salades. Et finalement, on n'irait pas dans le sens du rapport qu'on avait lu. Voilà. Donc nous, on a tout simplement décidé de continuer à se battre autour de ces questions-là. Et dans les 3 propositions, c'était la création d'une plateforme nationale qui n'avait pas besoin de passer par la loi, et elle s'est traduite par une coordination nationale qui s'appelle Passons-nous. Cette coordination nationale Passons-nous, son objectif, c'était tout simplement de se dire que dans toute corporation, ce que tu disais tout à l'heure, il y a une représentation. La seule représentation qui n'existe pas aujourd'hui, c'est celle de ces habitants de ces quartiers qui finalement ne décident pas de ce qui est choisi pour eux, mais plutôt subissent des politiques ou des choix politiques qui sont faits à l'insu de ce qu'ils ont décidé eux. Donc on s'était dit tout simplement il va falloir qu'on crée cette coordination, une forme de syndicat des quartiers qui regrouperait ensemble d'associations d'habitants, de citoyens, qui tout simplement, il n'y a pas de raison que lorsqu'on fait des réformes au niveau du patronat, on a des syndicats comme le MEDEF qui sont assis autour d'une table et qui discutent. Quand on a des réformes sur
L'éducation nationale, la même chose, on a des syndicats qui sont mis autour de la table. Les seuls à qui on ne demande pas leur avis, c'est souvent les habitants de ces quartiers et qui souvent subissent plutôt les politiques. Ben, nous, on a décidé tout simplement avec cette coordination de dire, voilà, on est aussi un interlocuteur et qu'on voudrait défendre les intérêts des habitants de ces quartiers. Donc, la construction de cette coordination permettrait tout simplement exactement la même légitimité que les autres. Et que lorsqu'on ferait des réformes sur les politiques publiques dans ces quartiers, il n'y a pas de raison aujourd'hui que vous ne soyez pas associés clairement autour de cette table pour décider un petit peu de ce que vous voulez, et non pas de ce qu'eux veulent. Voilà. Donc cette coordination nationale, elle existe dans 18 régions, voilà. Et elle est aujourd'hui quand même reconnue, y compris vers les instances d'État, voilà. Non pas effectivement pour dire amen ou oui à tout ce que l'État déciderait, mais plutôt être force de proposition et puis simplement être contestataire lorsque les choses ne fonctionnent pas. Voilà. Donc elle est en route, elle est née depuis 8 mois, mais elle arrive quand même à assez bien fonctionner. Et c'est aussi pour lutter, tout simplement, sur le clientélisme. Parce que tout à l'heure, tu disais, le tissu associatif, pour certains, malheureusement c'est la réalité, il y a cette question de clientélisme qui existe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une association, sous prétexte qu'ils ne seraient pas d'accord sur les idées politiques qui voudraient véhiculer tout simplement une idée, ne peut pas être financée dans le cadre de la politique de la ville s'il n'y a pas de cofinancement, s'il n'y a pas d'abord une validation municipale. Donc vous vous retrouvez avec des associations qui malheureusement font des choses formidables, mais qui ne seront pas financées parce que tant qu'il n'y a pas un cofinancement ville, l'État ne s'engage pas. Donc on s'est dit tout simplement qu'il fallait qu'on sorte un petit peu de cette forme de clientélisme qui aujourd'hui plombe un petit peu la participation des habitants, qui est une réalité, et qu'il faudrait tout simplement trouver d'autres moyens pour sortir du cofinancement. Et d'arrêter de nous mettre en concurrence, voilà, via les appels d'offres, où on sait très bien qu'au niveau de ces appels d'offres, les petites assos ne peuvent pas bénéficier, en tout cas de ces subventions, sachant que pour certaines, elles ont du mal à joindre les deux bouts, elles n'ont pas effectivement la logistique humaine et financière pour pouvoir prétendre à ces projets. Et malheureusement, c'est souvent les mêmes qui aujourd'hui raflent tout, voilà. Je ne cherche pas à faire de procès d'intention ou ainsi de suite, je cherche simplement à poser la question à l'ensemble de toutes ces associations dites d'éducation populaire qui aujourd'hui clairement sont assez bien outillées, ont les moyens financiers, mais malheureusement sont moins présents dans ces quartiers, voilà, et font de moins en moins d'éducation populaire. Et au contraire, c'est les petites assos qui aujourd'hui travaillent sur cet aspect-là. Donc c'est une remise en question, c'est comment on fait en sorte qu'ensemble, entre petites associations et grandes associations d'éducation populaire, on se remette en question de notre manière de travailler et faire en sorte de faire corps. Voilà. Et pour terminer, sur ces fameux conseils citoyens qui aujourd'hui sont une loi, qui ont été votés, c'est la mise en place de ces conseils citoyens. Vous donnez tout simplement des pistes, parce que jusqu'à présent, ces conseils citoyens doivent émerger du bas, ne doivent pas être pilotés par une municipalité, non plus par des chefs de projet, elles doivent être accompagnées. Voilà. Les habitants qui ont décidé de lancer un conseil citoyen, voilà, doivent le construire d'eux-mêmes, sont censés pouvoir, lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de le faire, d'interpeller, alors que le préfet devrait être garant justement de la mise en place de ces conseils citoyens, parce que ces conseils citoyens devraient être mis en place avant la signature du contrat de ville. Je sais que ce n'est pas encore respecté malheureusement, dans certains endroits, je suis d'accord avec toi, donc on a encore des choses à régler, à batailler. Et prévenir le préfet, au cas où on essaye tout simplement de vous imposer un conseil citoyen, alors qu'il y a la possibilité en réalité de le mettre en place par les habitants, de le dénoncer. Voilà. Et si jamais, à partir de là, au moment où vous écrivez un courrier au préfet, le préfet n'intervient pas, en tout cas nous, avec la coordination, on se doit tout simplement d'interpeller la ministre de la Ville, qui est Mme El Khomri, qui s'est engagée, clairement, à ce que là où les initiatives partant du bas
et les conseils citoyens se mettront en place avec une volonté d'habitants qui décideraient de le mettre, ne soit pas respectée, de demander à ces préfets de dire tout simplement que le contrat de ville n'a pas été signé si les dynamiques partant du bas n'ont pas été respectées, d'arrêter tout simplement, de bloquer cette signature. Vous êtes au courant que normalement, en temps normal, le contrat de ville aurait dû être signé au mois de décembre. On a une prolongation jusqu'à juin 2015. Donc je ne sais pas ce qui va se passer à Roubaix. En tout cas, moi je suis ravi qu'au contraire on a pu travailler sur une expérimentation de table de quartier. Il y en a 12. C'est aussi une idée qui émane du rapport. Voilà. Sur les tables de quartier, c'était aussi la possibilité de se dire qu'il n'y a pas de raison que l'idée qu'on avait choisie ne soit pas expérimentée. Aujourd'hui, moi je suis ravi que finalement, au-delà des 12, il y a d'autres expériences qui ne sont pas aujourd'hui au niveau national, mais qui se sont créées. Vous avez à Angers, vous en avez à Paris, vous en avez du côté de Nantes aussi qui commence à émerger, vous avez du côté de Nancy qui commence à émerger, il y en a un peu partout qui commence à émerger. Et en Ile-de-France, la région a décidé clairement aujourd'hui de financer les idées de table de quartier. Voilà. Donc la région Ile-de-France a décidé aujourd'hui d'allouer une subvention pour les initiatives de table de quartier. Ça veut dire que finalement, on a quand même gagné sur le fait de se dire ok, il y a des conseils citoyens, c'est la loi qui le permet, mais on a aussi la possibilité de mettre en place des tables de quartier qui auraient une autre organisation et la possibilité de fonctionner différemment, d'avoir une émergence, voilà, avec nombre d'habitants qui pourraient effectivement participer à cette table de quartier, et ça permettrait tout simplement d'avoir la possibilité à ce que des habitants viennent sur différentes thématiques, parce que tout le monde n'est pas intéressé par l'ensemble des thématiques, mais permettrait tout simplement d'avoir des thématiques dont l'intérêt premier et tout simplement les concernant. Et donc ces tables de quartier émergent de plus en plus dans différents quartiers. Et celle du PIL aujourd'hui est une expérience qui est suivie, et notamment par la Fédération des centres sociaux, où est-ce que la Fédération des centres sociaux avait la possibilité finalement de mettre en place ces 12 tables de quartier, et qui a décidé tout simplement plutôt de partir en se disant on en crée 6 en partant de la Fédération des centres sociaux, et 6 d'autres qui émergent plutôt des habitants qui ont décidé tout simplement de les lancer. Et là, il y en a 6 qui existent. Il y en a une à Toulouse, à Montpellier, à Toulon, à Marseille. Voilà, je suis en train de chercher les villes où est-ce que les dynamiques sont parties plutôt du bas. Il y en a une aux Antilles aussi, voilà, parce que souvent on parle de ce qui se passe là, mais pas des Antilles. Voilà, et ça, c'est plutôt des initiatives qui partent des habitants. Voilà, et qui, eux, ont réussi tout simplement à créer une dynamique lorsque des situations étaient conflictuelles avec des élus, parce que ces habitants ont décidé tout simplement de prendre à bras-le-corps le problème et d'inverser la tendance. Je vous donne juste un exemple, pour terminer là-dessus, c'est que le pouvoir d'agir des habitants, c'est un rapport de force. Voilà. Et qu'au moment où on se saisit et qu'on a la possibilité de porter ensemble des projets communs et de les porter ensemble, on est en capacité de changer aussi la donne. 2 exemples. Il y a, pendant la période de la rénovation urbaine, un quartier qui s'appelait la Coudray. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est du côté de Poissy, où un quartier aurait dû être rasé, voilà, et reconstruit. Des habitants ont décidé tout simplement de garder leurs immeubles, parce qu'ils le trouvaient, qu'ils étaient convenables, corrects, et ont décidé tout simplement de dire qu'il fallait effectivement que ce quartier reprenne de la fraîcheur, mais c'est hors de question de le démolir. À l'époque, l'élu en place, lui, avait décidé simplement de dire moi, ça ne me plaît pas, on rase, on reconstruit. Ben, les habitants, ils se sont battus avec la coordination de la démolition, anti-démolition, et ils ont gagné, ils ont eu gain de cause. Finalement, cette quartier n'a pas disparu, il a totalement été rafraîchi, et ça a été porté par un ensemble d'habitants. Ça veut dire qu'au moment où les habitants se mobilisent, sont en capacité clairement de parler d'une même voix, ils sont en capacité tout simplement de renverser le choix de l'élu. Et le deuxième exemple, c'est là où la table de quartier a vu naissance,
c'est un quartier qui s'appelle Volga, aux Antilles, où il y a eu, le maire a décidé de travailler sur un raménagement de berge d'un quartier. Il a fait appel à une grosse structure qui s'appelle les 50 pas, dont il a payé assez cher le financement pour porter un projet. Les habitants de ce quartier ont travaillé ensemble, ont travaillé avec des universitaires, voilà, sur la possibilité de travailler sur un projet qui avait du sens. Et donc ce projet, il a été porté par des habitants, il a permis la création de 250 emplois, un raménagement de berge, qui a été porté par un ensemble d'habitants et d'un quartier qui s'appelle Volga, dont aujourd'hui, leur projet est arrivé en concurrence finalement avec celui dont le maire avait décidé tout simplement d'imposer. Donc, c'est juste pour vous dire tout simplement que lorsque on est en capacité de se mobiliser, on est en capacité effectivement de parler du même moi, sur un intérêt commun, on a la possibilité tout simplement d'avoir le pouvoir de changer les choses. Et ça, c'est ce qu'il faut clairement qu'on arrive à se persuader. Non pas de se persuader pour se faire plaisir, mais de se dire tout simplement que lorsque le problème arrive à notre porte, c'est pas que le problème reste en bas de notre porte. C'est que ceux qui nous ont posé le problème en bas de notre porte, c'est qu'on se saisisse le problème et qu'on allait le déplacer jusqu'à ceux qui aujourd'hui nous l'ont posé en bas de notre porte. Voilà. Et ça s'est fait dans différents endroits et dans différents lieux. Donc, le rapport qu'on a rendu avec Marilyn Maquet, il y a 3 propositions. Je vous invite à aller les consulter. Je vous invite à aller réellement les étudier clairement et de voir à partir de là les outils que ça peut vous apporter et les solutions qu'on peut apporter. Voilà. Et la coordination nationale Passe en eau, elle reste à votre disposition. Clairement, si vous avez besoin de plus d'informations, y compris sur la mise en place des conseils citoyens, sur la méthodologie, sur les outils qu'on pourrait vous donner, et surtout, je vous alerte clairement que ce n'est pas à une municipalité de mettre en place les conseils citoyens, c'est aux habitants de ces quartiers de se saisir de cette opportunité pour les mettre en place. Et si vous rencontrez des difficultés, voilà, je vous demande tout simplement de nous interpeller. Vous avez la possibilité, non pas qu'on des porte-parole, et ce n'est pas la prétention qu'on a, mais d'être porte-voix et d'avoir la possibilité jusqu'à présent, d'avoir la possibilité d'interpeller ceux qui aujourd'hui nous gouvernent sur la mise en place de ces conseils citoyens. Il y a une loi qui a été votée, faisons en sorte qu'elle se fasse respecter, qu'elle ne soit pas contournée, et faire en sorte que les élus qui aujourd'hui, malheureusement, n'acceptent pas clairement ce rapport, c'est la possibilité de leur faire comprendre qu'au contraire, ils ont tout à gagner si ils sont en capacité de partager ce pouvoir. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'élu qui va à l'inverse de ça, si aujourd'hui un élu est satisfait de se faire élire avec 2000 voix alors qu'il y a 10 000 votants, moi je me poserai la question de la légitimité qu'a cet élu.